Bonsoir. Merci à vous d'être venus aussi si nombreux pour cette soirée, organisée par le CETIM et soutenue par la Fédération genevoise de coopération, et aussi par le GRAD, le CDTM suisse, le MCI et le Forum social départemental 74, que je remercie spécialement, parce que c'est, bon, même si on est voisins, c'est souvent rare qu'on co-organise des soirées, disons, internationales. J'en profite aussi tout de suite pour vous dire que le CETIM va organiser les 5-6 novembre un symposium qui s'intitule À qui appartiennent les richesses naturelles. On a déposé quelques dépliants sur toutes les chaises. Et puis, si vous voulez vous inscrire, c'est avant le 25 octobre pour qu'on ait un peu une évaluation du nombre de personnes qui vont être présentes à ce symposium. Donc, vous êtes les bienvenus. Vous avez tous les détails dans le programme, et n'hésitez pas à nous poser des questions ultérieurement. L'entrée sera payante cette fois-ci parce que c'est sur un jour et demi, puis on fait venir des gens d'assez loin, dont l'Équateur, et c'est 30 francs, mais c'est moitié prix pour les étudiants, les étudiantes, les chômeurs, chômeuses et les retraités. Voilà, ce symposium, comme je vous l'ai dit, fait venir, vous verrez des personnes qui viennent de Belgique, de France, de Suisse et aussi d'Équateur, entre autres avec la présentation par une des représentantes d'Action Écologica, de l'initiative très originale, l'initiative souveraine de non-exploitation de pétrole, dite initiative Yasuni, qui est vraiment, que nous on trouve vraiment originale et qui vaut vraiment le coup d'être étudiée un peu en détail. Donc cette initiative fera l'objet d'une conférence en soi le samedi 6 novembre en soirée, enfin en fin d'après-midi. Alors c'est une chance aujourd'hui d'accueillir une figure, je dirais, altermondialiste assez incontournable actuelle, qui est Éric Toussaint. Surtout qu'on arrive à le coincer entre deux avions, donc pour nous, je trouve qu'on a beaucoup de chance. Éric Toussaint est entre autres, je ne vais pas détailler sa biographie, mais il est entre autres donc, président du CDTM Belgique. Il est aussi membre du Conseil du Forum social mondial. Il est aussi membre de la commission d'audit intégrale d'Équateur, etc., etc. Enfin, il vous en dira peut-être plus sur lui après. Mais principalement, donc, comme je vous le disais, Éric est président du CDTM, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, qui est devenu une organisation qui a une expansion assez remarquable en 20 ans. Le CDTM fête cette année ses 20 ans. Le CDTM s'est créé en Belgique donc en 1990 et maintenant un réseau qui s'est vraiment amplifié. Et plus de 30 organisations sont maintenant membres de son réseau. Je regardais aussi aujourd'hui sur le site internet. Une des dernières est la Grèce, par exemple, mais on a aussi bien des membres, des organisations membres qui sont en Argentine, en Syrie, au Maroc, et puis au Sri Lanka, au Pakistan. Enfin, vous voyez l'étendue du réseau CADTM. Et bon, et je dirais que ce succès n'est vraiment pas un hasard, étant donné que tous les pays du monde sont soumis à ces politiques néolibérales et donc au même, entre guillemets, remède. Et on sait ce qui se passe par exemple en ce moment en Grèce, et donc c'est pas un hasard si le CDTM Grèce est né assez récemment. Éric Toussaint est un politologue qui a contribué également à la création de la Banque du Sud dans les pays dits de l'ALBA, Venezuela, Équateur, Bolivie, etc. C'est pas le sujet de ce soir, mais franchement, si vous avez des questions là-dessus, il ne faut vraiment pas hésiter parce que c'est une des personnes clés de cette banque. Et puis, il est également auteur de nombreux livres. Tout est disponible sur le site du CADTM, cadtm.org. Le CDTM se bat pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Ça, c'est le titre, le slogan un peu comment dire, vulgarisateur, quoi. Mais il a donc plusieurs moyens d'action, dont l'analyse des crises, qui fait qu'on veut savoir pourquoi on en est là, pourquoi on en est à cette situation, aussi bien dans les pays du tiers-monde que dans nos pays. Et le CDTM propose également toute une série d'alternatives. Ça ne sera pas spécialement l'objet de la discussion de ce soir, mais ça sera évoqué plus tard. Donc ce soir, nous avons convoqué cette réunion pour promouvoir le livre
La crise, quelle crise? Que Éric Toussaint vient de sortir avec Damien Millet, qui est membre du CDTM France. L'avantage de ce livre, c'est que bon, il est épais, mais c'est pas un problème parce que comme tous les livres qu'en général le CDTM publie, d'une part c'est passionnant, mais d'autre part c'est vraiment vulgarisateur. C'est vraiment le talent que moi je reconnais vraiment au CDTM, c'est cette capacité à expliquer avec des termes très très simples des situations assez compliquées, enchevêtrées, dont les crises de ce soir que nous allons étudier, c'est toutes ces crises économiques, sociales, alimentaires, climatiques, etc. Alors le point de centrage que va prendre Éric ce soir, c'est les crises du Sud, une perspective, parce que c'est une perspective donc du Sud, parce que c'est pas vraiment des crises qui sont aujourd'hui étudiées qui sont répertoriées dans les articles qu'on peut lire dans la presse générale. Et puis parce que le Sud subit les conséquences les plus dramatiques de la crise économique et sociale qui a été provoquée au Nord, du fait des relations qui sont toujours asymétriques entre le Nord et le Sud. Alors maintenant, je laisse la parole à Éric, et puis surtout pendant le débat, n'hésitez pas à poser tout type de questions, parce qu'il faut profiter, pour une fois qu'il est là. Hein. Alors Éric. Bon, merci beaucoup Julie. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Donc effectivement, je vais essentiellement prendre comme angle d'attaque les crises vues du point de vue du Sud, ou à partir du Sud, et vécues au Sud. Mais quand même, un premier point d'ordre général, c'est de souligner que depuis 2007, que cette crise a éclaté à partir de ce qu'on a appelé le marché des subprimes aux États-Unis, on peut constater de manière évidente une interconnexion entre différentes facettes d'une crise globale du capitalisme dominant la planète. Ce capitalisme qui dominant la planète, ce n'est pas un fait nouveau, ça date d'il y a au moins 20 ans. La globalisation, la mondialisation remontent à beaucoup plus longtemps et certainement à au moins 5 siècles. Mais après une phase où le capitalisme a été largement contesté à l'échelle de la planète et où au cours notamment du XXe siècle, une partie de la planète a pris ses distances par rapport au capitalisme, sans jamais réellement réussir à mettre en pratique un modèle alternatif et sans jamais véritablement se rapprocher d'un socialisme autogestionnaire, en tout cas auquel j'aspire comme pas mal de gens. Ce capitalisme est redevenu triomphant depuis 20 ans, mais il connaît une crise à partir de 2007 qui montre... il y a un problème je vois que quelqu'un agite son bras au fond de la salle. Il y a un problème pour entendre ce que je dis? Ou ça va? Non, c'est bon. Ah, c'est bon. OK. Et donc, quelques facettes, et je ne vais pas les analyser toutes, mais il y a évidemment une crise financière, une crise économique, une crise climatique, une crise alimentaire, une crise de gestion des institutions internationales, une crise sur certains aspects idéologiques, mais avec des limites à celle-ci. Et donc on a une crise globale où les facettes sont réellement interconnectées. Notamment, je vais prendre l'exemple de la crise alimentaire pour le démontrer sur cette question. Alors, au début de cette crise, 2007-2008, il faut se rappeler que les capitalistes, les gouvernements qui sont tout à fait liés aux intérêts du capitalisme ont eu très peur. Ils ont pensé qu'il y aurait une remise globale et à une échelle de masse du système. Et donc on a vu
un Sarkozy parlait de la refondation nécessaire du capitalisme. Bon, c'était Guéhenno, celui qui écrit ces discours, qui avait exprimé ça. Mais on a pu lire aussi dans les colonnes de quotidiens financiers comme le Financial Times ou dans l'hebdomadaire The Economist, qui sont l'expression avec le Wall Street Journal de ce que pensent les leaders des entreprises transnationales ou ce que pensent les intellectuels à leur service. Ils ont réellement eu très peur. Et il faut reconnaître, bon, moi j'étais avec... j'avais pas peur, j'avais beaucoup d'enthousiasme. Et justement, en voyant à quel point ils avaient peur, ça créait chez moi un véritable plaisir et enthousiasme. Et je dois reconnaître, parce qu'il ne s'agit pas de bluffer entre nous, que finalement le plaisir a été très court, a été interrompu, parce que fondamentalement, le capitalisme est retombé sur ses pattes, fondamentalement, je crois, parce que jusqu'ici, en tout cas, on n'a pas eu d'énormes mouvements sociaux dans les pays clés où cette crise a explosé. Heureusement, juste à côté, à quelques kilomètres d'ici, on entre sur le territoire français et on peut voir qu'il y a une mobilisation d'une ampleur tout à fait impressionnante. Mais malheureusement, les pays qui, au cours des 3 dernières années, ont connu des mobilisations massives avec une dynamique de remise en question radicale sont très peu nombreux, se comptent sur les doigts d'une seule main. Et notamment, le pays d'où a démarré la crise, les États-Unis, n'a pas connu jusqu'ici de véritables grandes mobilisations sociales des opprimés, de ceux qui subissent la crise. Et pire, du côté des États-Unis, il faut prendre la mesure de cela. L'expression de la protestation est dirigée pour le moment, hégémonisée, notamment face à Obama par le phénomène du Tea Party, qui réussit à présenter Obama, il faut le faire, comme un socialiste, voire comme un communiste. Or, il est clair qu'une issue anticapitaliste à cette crise globale, ou même une issue capitaliste mais soft, dans un cadre d'un néo-keynésianisme, d'une nouvelle vague de réformes et de concessions de la part du capital face au travail, comme on l'a connu dans les années 30 aux États-Unis et dans d'autres pays, et puis surtout après la victoire contre le nazisme dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Ouais, pour connaître un tel déplacement, un tel phénomène, il faudra assister et participer à de puissantes mobilisations sociales qui se font attendre jusqu'ici. Et à la place d'un néo-keynésianisme, nous avons affaire plutôt à une nouvelle offensive du capitalisme néolibéral extrêmement radicale, extrêmement agressive. C'est un comble, évidemment, puisque on a affaire, j'ai écrit un article au moment de l'explosion de la crise, j'ai appelé ça Union sacrée pour une sacrée arnaque. Bon, je voulais un titre un peu qui frappait, mais l'idée c'était la suivante. La déréglementation bancaire est un des facteurs liés à la politique de la Réserve fédérale des États-Unis à partir de 2001, dirigée par Alan Greenspan, est un des facteurs qui a été le détonateur de la crise. Donc c'est de la part de grands investisseurs institutionnels, les banques d'affaires, les banques de dépôt, les fonds de pension, les grandes sociétés d'assurance, il y a eu une ingéniosité extraordinaire pour profiter de la déréglementation bancaire et financière pour construire une montagne énorme d'actifs toxiques, de produits dérivés, ou, pour reprendre une expression de Marx, de capital fictif.
Ce montage abracadabrant de capital fictif s'est effondré à partir de 2007 et a continué son effondrement en 2008, 2009, et il n'est pas tout à fait terminé. Il y a encore pas mal d'actifs toxiques dans les comptes des banques et des contrats doivent se dénouer dans les 2 ans qui viennent, qui peuvent provoquer encore quelques surprises en termes de risque de faillite bancaire importante. Mais ce capitalisme donc débridé, néolibéral, déréglementé, qui a réussi à obtenir un sauvetage massif de la part des pouvoirs publics, un sauvetage extrêmement rapide qu'on n'avait pas connu au moment de la crise de 1929. En fait, en 1929, et quand il y a eu un sursaut de la crise de 29 en 1933, il n'y a pas eu un sauvetage massif des pouvoirs publics à l'égard des banques. Et tout le système bancaire des États-Unis a été entièrement fermé pendant 6 semaines à partir du début de mars 1933. Ici, on a eu une intervention massive des pouvoirs publics, mais qui a eu deux conséquences. Le sauvetage des banques, avec quelques exceptions, comme Lehman Brothers, qui n'a pas été sauvé le 15 septembre 2008, mais fondamentalement, les pouvoirs publics ont sauvé les banques, ce qui a provoqué une concrétisation d'une formule qui est connue par la gauche, l'extrême gauche, la formule socialisation des pertes et privatisation des profits. Là, on a connu une belle démonstration. Et donc, ces banquiers, ces investisseurs institutionnels qui sont à la base de la crise qu'on a connue, profitent ensuite de celle-ci sous le prétexte de l'augmentation de la dette publique qui provient de la socialisation des pertes et de la crise économique qui a amené moins de recettes fiscales pour les États. Ces acteurs de la crise profitent de celle-ci pour relancer une offensive contre toute une série de droits acquis. Bon, le droit à la retraite par répartition, un certain âge pour arriver à l'âge de la retraite, mais aussi le maintien d'une série de services publics, donc la volonté d'aller contre le maintien d'une série de services publics et donc d'aller plus loin dans les privatisations de la part du grand capital. Et donc on assiste à une offensive radicale, massive, du capital, pour reprendre des termes marxiens, du capital contre le travail, sous le prétexte de la dette publique. Bon. Alors là, évidemment, pour une organisation comme la mienne, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, ça nous pose un problème, un défi qui nous intéresse très fort, c'est que, alors que notre angle d'attaque par rapport à la dette était la remise en cause de l'utilisation de l'instrument de la dette publique pour subordonner encore un peu plus ou resubordonner des pays du Sud qui prenaient leur indépendance, qui prenaient une certaine voie d'autonomie, je pense aux années 50, 60, aux années 70, alors que c'était ça, jusqu'ici, notre angle d'attaque principal. Maintenant, nous avons affaire à l'utilisation dans les pays du Nord de l'instrument de la dette publique comme un instrument pour renforcer la domination du capital par rapport aux différentes catégories d'opprimés et notamment aux salariés. Et l'utilisation de l'instrument de la dette publique comme un mécanisme fondamental de pompage d'une partie des richesses produites par les salariés et d'une partie de leurs revenus, de leurs salaires, vers les détenteurs de capitaux qui non seulement prélèvent la plus-value dans l'exploitation des travailleurs dans le processus de la production, mais rajoutent à ce transfert de richesses en leur faveur la dette publique qui, via la collecte des impôts qui pèsent surtout sur les travailleurs,
retransfère une partie du revenu du travail vers les détenteurs de capitaux qui détiennent l'essentiel de la dette publique. Ça est un peu obscurci dans les pays du Nord parce que le discours dominant vous dira évidemment que la dette de la Suisse est aux mains de tous les Suisses et que les retraités suisses sont les premiers créanciers de la dette suisse et idem en France, en Belgique ou en Grande-Bretagne. Bon, la réalité est différente. C'est pas d'abord la petite épargne des retraités qui est placée par des banques dans des titres de la dette. C'est pas eux les principaux détenteurs de la dette des États. C'est d'abord ces grandes sociétés capitalistes financières qui sont les détentrices des dettes des États. Et ce que je viens de dire, ce que je viens de décrire, par ailleurs, qui devrait commencer à être perceptible dans l'opinion publique, mais c'est clair que c'est difficile de le rendre perceptible, je ne suis pas en train de décrire un processus nouveau du capitalisme. Ce que je viens de dire a été décrit par un certain Karl Marx dans le livre 1 du Capital, un chapitre qui s'appelle L'accumulation primitive du capital, où il explique d'une manière lumineuse les différents mécanismes d'accumulation primitive du capital entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle, qui est une accumulation primitive du capital qui a permis la révolution industrielle du début du XIXe siècle. Et dans les mécanismes de l'accumulation primitive, il parle du commerce de loin et du pillage des colonies et du transfert de richesses des colonies vers les métropoles, mais il parle aussi de la dette publique et il décrit la création de la Banque d'Angleterre comme une opération assez géniale des capitalistes pour réussir à placer une partie de leurs capitaux sous forme de prêts auprès de l'Angleterre, de l'État anglais, de manière à avoir un transfert en leur faveur. Et quelque part, cette crise internationale et l'aspect dette dans cette crise internationale et dette au Nord met à nu ou devrait pouvoir nous aider à mettre à nu dans l'explication le caractère de classe de l'État. Parce que les États, allègrement, s'endettent auprès des grandes institutions privées et internationales. La dette publique explose. On a transféré des dettes privées des banques et d'autres sociétés financières vers le trésor public. On transfère donc massivement des deniers publics vers ces détenteurs de capitaux. Et grâce à un niveau d'endettement élevé, on a un prétexte supplémentaire pour appliquer un supplément de politique néolibérale et d'austérité. Quand je parlais d'union sacrée pour une sacrée arnaque, j'indiquais aussi quelque chose d'assez simple, comme je vais le décrire, mais qui n'est pas facilement perceptible. Ça vaut particulièrement pour le pays d'où je viens, la Belgique. Le 6 octobre 2008, l'État belge a décidé de sauver les deux grandes banques, les deux principales banques du pays, qui s'appelaient Fortis et Dexia. Fortis, qui était une banque hollando-belge, qui est devenue maintenant BNP Paribas. Vous avez un super siège de BNP Paribas ici à Genève. C'est maintenant BNP Paribas Fortis. Et Dexia était déjà une banque franco-belge ou belgo-française, la banque des municipalités en Belgique et en France. Et l'État belge a sauvé ces deux banques pour un coût de 25 milliards d'euros, ce qui représente à peu près 8% du produit intérieur brut de la Belgique. On a donc l'État belge a injecté 25 milliards d'euros dans ces banques, sans se poser la question comment je vais financer ça.
Et puis après avoir injecté cela dans les banques en question, il a dû commencer à augmenter le financement de son budget par l'endettement. Et il a augmenté l'émission d'emprunts. Et qui a acquis les emprunts émis par l'État belge? Principalement ces deux banques. Avec quel argent? L'argent que l'État venait de leur remettre. Sans même demander un taux d'intérêt, sans le considérer comme un prêt. Parce que ce qu'a fait le gouvernement belge, c'est qu'il a acheté des actions. Il n'a pas fait un prêt à la banque. Il a acheté des actions et il a dit, quand le prix de ces actions va remonter, ben, on fera une opération positive pour le Trésor. Bon, sauf que ces actions qui avaient atteint un niveau plancher n'ont pas réellement remonté à un niveau important. Donc c'était... Et je parlais d'union sacrée pour une sacrée arnaque, parce que dans ce cas, l'ensemble du spectre politique parlementaire avait dit il faut faire ça. Les socialistes, les écologistes, et évidemment la droite et l'extrême droite avaient dit il faut sauver les banques, il faut faire cela. Bon. Et donc, d'une manière, ça dépend des pays. On n'a pas connu exactement les mêmes opérations dans tous les pays. En France, ça s'est passé un peu différemment, mais l'Irlande est à un niveau exponentiel ce qui s'est passé en Belgique. La Grande-Bretagne aussi, avec le sauvetage de la principale banque de crédit hypothécaire. Bon. Donc, ce qui est important, là, je dirais, il y a plusieurs facettes d'une crise globale. J'ai insisté sur la crise financière et certaines responsabilités et un dénouement, et le rôle central de la dette là-dedans. Mais il y a d'autres aspects de cette crise. Et là, je vais passer à mon deuxième point, c'est les crises vues du Sud. Alors, pendant que nous, on était confrontés en 2007-2008 à essentiellement les aspects crise financière, et que vous, les Suisses, vous étiez certainement préoccupés par les informations des médias sur la situation de l'Union des banques suisses et de quelques autres banques, et que les Belges étaient préoccupés par Fortis Bank et Dexia, et que les Français par la Société Générale, et les Britanniques par la Northern Rock Bank, et les États-Uniens par Lehman Brothers et d'autres, ben, les gens du Sud, eux, ils n'étaient pas du tout préoccupés par la santé des banques. Ils étaient préoccupés par leur santé au sens purement de la survie. À savoir qu'ils étaient confrontés exactement à cette époque-là, en 2007-2008, à l'explosion d'une crise alimentaire provoquée par l'explosion du prix des aliments de base, à commencer par les céréales, les grains. Le prix des céréales dans la plupart des pays du Sud a explosé d'au moins 50%. Alors quand on est un habitant de l'Afrique subsaharienne, que ce soit au Kenya ou au Mali ou en République démocratique du Congo, et qu'on est dans une population dont 90% consacre 80 à 90% des revenus pour simplement survivre, pour manger, si on assiste à une augmentation du prix des aliments de 50%, l'effet est immédiat, brutal, catastrophique. Et bon, le comptage par la FAO ne laisse pas de doute. Entre entre 2007 et la fin 2009, il y a eu 150 millions d'affamés de plus sur la planète. On est passé de environ 850 millions d'affamés à plus d'1 milliard d'affamés en 2 ans, comme conséquence de l'explosion du prix des grains. C'est ça qui a retenu l'attention de la majorité des habitants de l'Afrique, d'une grande partie de l'Asie, même en Chine. Les prix alimentaires ont fortement augmenté en Chine, et les pauvres, parce qu'on nous parle de la Chine comme une success story, comme si la population chinoise était
composée essentiellement de la classe moyenne chinoise profitant des succès économiques de la Chine, alors qu'une majorité de la population est rurale et pas du tout dans la tranche classe moyenne. Donc, une écrasante majorité de la population mondiale, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, a vu ses conditions de vie dégradées. Les 150 millions d'affamés supplémentaires, et puis ceux qui, sans être devenus affamés, ont dû, pour ne pas être affamés, réduire leurs dépenses de santé et d'éducation. Je ne parle même pas de la culture qui est du domaine du rêve. Pour la plupart des gens. Et alors on a assisté, un peu comme on a assisté à toutes les explications qui cherchaient de détourner l'attention dans les pays du Nord et de focaliser simplement sur les détonateurs qui étaient le marché des subprimes. Dans le cas de la crise alimentaire, on a eu aussi une énorme campagne médiatique pour nous donner de fausses explications. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces explications, mais l'explication la plus répandue est que, bon, il y a une partie de ce livre, La crise, quelle crise, qui traite de ça en long et en large. L'explication la plus répandue est tout à fait intéressante pour la presse dominante et le discours dominant, c'était l'explication suivante, c'est l'évolution de la consommation des Chinois et des Indiens. Les Chinois et les Indiens, comme ils connaissent comme leur pays connaît un taux de croissance très élevé, ont changé leur habitude de consommation, consomment plus de viande, et pour produire plus de viande, il faut plus de grains, parce que le bétail se nourrit de grains, et donc la demande de grains a explosé, l'offre de grains n'a pas suivi sur le marché mondial, et les prix ont explosé. Et donc les Chinois et les Indiens sont responsables de la crise alimentaire. Et quelque part, on nous disait, c'est une juste compensation, parce que quand même, ces Indiens et ces Chinois ont bien droit à améliorer leur situation. C'est un peu dommage que ça touche d'autres parties de la population du Sud. Et donc nous, du Nord, au Nord, on n'a aucune responsabilité, évidemment. Les sociétés de l'agrobusiness n'ont rien à voir dans cette affaire. Quand en réalité, il y a deux facteurs que j'analyse dans le livre avec mon collègue Damien Millet qui sont fondamentaux pour expliquer la crise alimentaire. C'est la décision par les gouvernements du Nord, à partir de 2006, mais surtout en 2007, de rendre obligatoire l'intégration dans les combustibles à la pompe d'agrocarburants qu'on a appelé à tort des biocarburants. Donc l'obligation de progressivement intégrer une proportion plus importante dans les combustibles vendus à la pompe de produits de combustibles provenant de la distillation de céréales ou d'autres produits agricoles. Cette décision légale qui s'est faite sous la pression des lobbies de l'agrobusiness et les dispositions ont été prises par le gouvernement de Bush, par la Commission européenne et par d'autres gouvernements, même au Sud, il y a eu des pressions dans le même sens, a eu comme conséquence qu'une partie de la production alimentaire a été détournée vers la production d'agrocombustibles, qu'une partie des terres arables ont été, le type d'ensemencement, d'emblavement a changé au profit. Donc c'est pas simplement qu'on transforme des grains en agrocombustible, c'est un phénomène, on transforme du maïs en agrocombustible, mais aussi on abandonne l'utilisation de terres pour produire des grains en les remplaçant par du colza ou d'autres produits agricoles qui servent à produire de l'éthanol ou d'autres agrocombustibles. Et ça a diminué l'offre d'aliments sur le marché mondial et a constitué un des deux facteurs qui a provoqué l'augmentation du prix des aliments et d'abord des grains. Le deuxième facteur, et c'est là qu'on voit l'interconnexion
avec la crise financière dont j'ai parlé avant, c'est que la crise financière, donc cet effondrement d'un montage de dérivés de dettes, de produits structurés, d'actifs toxiques ou de capital fictif, pour reprendre l'expression de Marx, cet effondrement de montage de dettes a produit un déplacement de la spéculation qui avait touché fondamentalement le marché de l'immobilier dans des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Irlande, l'Europe orientale, vers d'autres segments où on pouvait spéculer. Et un des segments où massivement du capital disponible, rendu disponible par la crise de l'immobilier, s'est déplacé, c'est le secteur des ventes à terme de produits agricoles, et principalement de grains, et d'autre part, des combustibles, comme le pétrole. Et donc on a insisté, en 2007-2008, sur les marchés à terme, les 3 principaux marchés à terme de grains, qui sont les marchés de Chicago, Minneapolis et Kansas City, ces 3 bourses qui sont situées aux États-Unis. On a vu entrer sur ce marché des acteurs avec des masses considérables de capitaux, des acteurs qui n'ont rien à voir avec soit les besoins en combustible ou les besoins en aliments, c'est-à-dire des fonds de pension, des banques d'affaires qui ont recyclé les liquidités qu'ils avaient retirées du marché de subprime et des autres produits dérivés vers ce marché à terme. Et ça a produit l'explosion du prix. Donc là, on a eu un déplacement de la spéculation et le développement d'une bulle spéculative qui s'est tassée au 2e semestre 2008. Donc on a eu un pic de la spéculation avec des prix qui ont atteint des sommets extraordinaires entre avril et juillet 2008. Rappelez-vous, le baril de pétrole a atteint $120 le baril en juillet 2008 et une série de grains ont atteint des sommets dans la même période. Et puis il y a eu un léger tassement comme produit de l'explosion Lehman Brothers. C'est-à-dire que la spéculation s'était déplacée, mais sur les mêmes montants. Et quand Lehman Brothers entre en crise le 15 septembre 2008, là, il faut commencer dans les comptes de la plupart des banques à assainir les comptes. Il faut rapatrier des capitaux pour compenser les pertes de capitaux toxiques. Et là, il y a une petite diminution de la spéculation sur les marchés internes. Et on retrouve au 2e semestre 2008, vous verrez qu'il y a une baisse des prix. Et puis vous assistez en 2009 à une remontée des prix. Pourquoi ? Parce que là, alors que le gouvernement des États-Unis avait jusque-là sauvé, il décide de ne pas sauver Lehman Brothers, ça provoque une panique, on rapatrie des capitaux, et puis Bush et Paulson, le secrétaire d'État au Trésor, se mordent les doigts de cela, parce que quand même ils ont vu que ça pouvait avoir un effet systémique, et on revient, ça c'est la fin, après Lehman Brothers, vous avez la décision de la Banque Centrale Européenne, de la Réserve fédérale, enfin ça avait déjà commencé en août, de la Banque de l'Union helvétique, de la Banque d'Angleterre, d'injecter massivement des liquidités pour permettre au système financier en faillite virtuelle de se refinancer et de sauver les meubles. Cette injection massive de capitaux va provoquer, à partir du début du 1er semestre 2009, une nouvelle vague de spéculation sur les matières premières et les produits agricoles et une nouvelle hausse des prix. Bon. Donc on a une interconnexion là entre crise alimentaire, crise financière, crise bancaire, crise économique.
Et vu du Sud, on est, enfin, pas simplement vu du Sud, vivant au Sud, on est extrêmement affecté par cette crise, qui est aussi le résultat, si on reçoit aussi terriblement le choc de cette crise au Sud, c'est que c'est le résultat de 30 ans d'ajustement structurel. Ou un peu moins de 30 ans, ça dépend des pays. L'ajustement structurel, ce sont ces politiques qui, instrumentalisant ou utilisant la crise de la dette du tiers-monde qui a explosé en 1982 au Mexique, amènent le FMI à, avec sa collègue la Banque mondiale, à imposer aux pays endettés des mesures qu'on a appelées plus tard le consensus de Washington, qui vise à ouvrir totalement l'économie de ces pays aux produits étrangers, aux investissements, mais aussi aux marchandises, aux services étrangers, qui vise à privatiser au maximum, qui vise dans le domaine agricole à renforcer encore plus la spécialisation sur les exportations de produits alimentaires de culture de rente, des produits tropicaux, café, thé, chocolat, bananes, toute une série de produits de type tropicaux, convainquant les pays du Sud d'abandonner ou de réduire de plus en plus les surfaces emblavées en céréales. Donc, une politique dirigée à diminuer l'autosuffisance alimentaire, la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire. Une politique qui vise aussi, de la part du FMI et de la Banque mondiale, qui utilise l'argument de la dette à rembourser et des prêts qu'ils font pour dire il faut mettre fin dans les pays du Sud à la politique des pouvoirs publics qui consiste à constituer des stocks de grains. Toute une série de pays du tiers-monde, dans les années 60, 70, se sont dotés de silos à grains pour faire face à des pénuries. Et il y a une politique systématique dans les années 80 et 90 de la Banque mondiale et du FMI de supprimer ces silos à grains, en disant simplement qu'il faut absolument que le jeu de la loi de l'offre et de la demande joue totalement, et donc il ne faut pas que les pouvoirs publics, en cas de pénurie, amènent sur le marché des grains. Il faut que le prix du grain réponde purement et simplement à la capacité d'offre au moment donné. Et toute une série de pays ont mis fin au mécanisme heureusement pas tous, l'Inde n'a pas mis fin à ça, mais les pays d'Afrique subsaharienne ont mis fin à cela. Ils ont aussi abandonné leur protection douanière, la protection de leurs producteurs locaux. Bon. Résultat des courses, quand, suite à la spéculation sur le marché de Chicago, Minneapolis et Kansas City, et suite à la production d'agrocombustibles, il y a une augmentation du prix au nord, il se répercute directement au sud. Parce que le sud importe des produits céréaliers qui viennent du nord, ou pour le riz, ça peut venir aussi de la Thaïlande et du Vietnam, qui sont les principaux exportateurs de riz avec les États-Unis. Les États-Unis constituent un des trois premiers exportateurs de riz au niveau mondial. Et donc, là aussi, on a une interconnexion de politique, c'est-à-dire que 30 ans d'ajustement structurel imposés par la Banque mondiale et le FMI aboutissent à ce que les pays du Sud sont frappés directement par ce qui se passe au Nord sur le plan alimentaire. Le prix qui se négocie entre spéculateurs à Chicago va se répercuter immédiatement sur le prix au détail du riz ou du blé à Tombouctou, à Islamabad, à Buenos Aires ou dans un coin absolument perdu de l'Équateur ou de la Bolivie. Donc ça, c'est sur la crise alimentaire. Alors, autre élément de la vision du Sud sur la crise globale, sur la crise mondiale,
Je vais devoir sauter la question de la crise climatique qui est développée dans le livre, mais je n'ai pas le temps de développer ici, donc je m'en excuse. Je vais aborder maintenant, vue du Sud, la crise financière et la crise économique. Et en fait, vue du Sud, la crise financière et économique n'a pas eu jusqu'ici de répercussions graves. Il y a même, j'étais à peu près 3 semaines en Argentine le mois passé, et j'ai fait des séjours dans d'autres pays de l'Amérique latine au cours de cette année ou l'année passée. Il y a même plutôt un sentiment presque franchement euphorique. Bon, je suis allé aussi en Inde en janvier de cette année. Il y a un sentiment euphorique, c'est l'idée nos économies sont blindées par rapport aux effets de la crise qui affecte l'Europe, qui affecte l'Amérique du Nord principalement. Alors comment expliquer qu'il y a cette sorte d'euphorie? L'euphorie, je ne vous parle pas des pauvres de ces pays, là je vous parle des gouvernements, du discours des gouvernements, du discours dominant des médias de ces pays et de la classe dirigeante précisément. Alors l'euphorie, elle tient, je pense, à 3 facteurs. C'est que, comme je vous l'ai dit, à partir du premier semestre, début du premier semestre 2009, les prix des matières premières ont remonté, et y compris des aliments. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, c'est pas une bonne nouvelle, la population pauvre est affectée. Oui, mais pour la classe dirigeante, qui exporte certains produits agricoles, et par exemple l'Argentine, son revenu principal, c'est l'exportation de soja transgénique vers l'Union européenne et vers la Chine. Bon, si le soja transgénique atteint un cours élevé, c'est une très très bonne nouvelle pour l'Argentine. Le Brésil exporte aussi du soja transgénique, plus des minerais, avec sa grande entreprise minéralière, qui est une des 3 principales entreprises mondiales du secteur extractif, l'entreprise s'appelle Vale Rio Doce. Et le Brésil exporte aussi de l'éthanol. Bon, les prix pour ces différents produits sont intéressants. Le prix des matières premières s'est rétabli à partir de début 2009. Et donc, les exportations de ces pays se comportent bien. Les recettes que les gouvernements tirent sur ces exportations sont relativement importantes, ce qui leur permet de gérer leurs problèmes de dette extérieure. Ils peuvent prélever une partie des recettes d'exportation que prélèvent les États, les impôts sur les recettes d'exportation, pour rembourser la dette. Ça, c'est le premier facteur. Et donc, il y a des rentrées importantes, un niveau d'exportation important. Deuxième facteur qui explique un peu cette euphorie, c'est que le coût du refinancement de la dette est réduit parce que les banques centrales, la Banque centrale des États-Unis, la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre, appliquent des taux d'intérêt proches de 0. Et généralement des taux d'intérêt réels négatifs parce qu'inférieurs au taux d'inflation. Se rapprochant de la politique de la Banque centrale du Japon, qui est avec un taux d'intérêt proche de 0 depuis 20 ans, depuis qu'a explosé au Japon la crise de l'immobilier. Bon, le Japon a connu sa crise de subprime 20 ans avant les États-Unis. Et comme les taux d'intérêt au nord sont très faibles, les pays du sud endettés peuvent se refinancer en empruntant au nord avec un taux de base extrêmement bas, et la prime de risque, parce que les pays du sud, quand ils empruntent, payent une prime de risque qui dépend de la cotation que les agences comme Moody's ou Standard & Poor's leur attribuent. La prime de risque qu'ils payent est relativement faible par rapport au passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pays du Sud va payer entre 4% et 9% sur ses emprunts. Quand, il y a 7 ou 8 ans,
il fallait payer entre 9 et 15, voire 18% pour emprunter. Donc, le refinancement de la dette se fait là aussi de manière gérable, donc pour 2 facteurs. On a des revenus importants tirés des exportations parce que les prix sont élevés sur le marché mondial et les taux d'intérêt sont bas et les primes de risque sont bas parce que les spéculations sur la dette ne jouent pas aujourd'hui contre les pays du Sud, mais jouent contre des pays comme la Grèce ou l'Espagne, le Portugal, qui ont des dettes d'ailleurs en proportion beaucoup plus importante que les dettes des pays du Sud. J'en dirai un mot tantôt. Et troisièmement, il y a un certain niveau de flux de capitaux vers une série de pays émergents. Ce sont des flux, comme on appelle en espagnol, golondrinas, des flux hirondelles, c'est-à-dire qui migrent en fonction des saisons financières au nord. Donc il y a un flux qui peut aller vers la bourse de Sao Paulo, de Mexico, de Buenos Aires, mais qui peut se retirer si ça va mal au nord et qu'on a besoin de ces capitaux qui ont été placés pendant un temps au sud. Mais pour le moment, le flux de capitaux va plutôt vers le sud. Alors, ce qui est inquiétant dans cette affaire, c'est que ça provoque donc un attentisme tranquille de la part d'une série de gouvernements du Sud qui se disent, finalement, nos économies sont blindées, on a un taux de croissance qui est... l'Argentine va avoir un taux de croissance de 8% cette année. La Chine va continuer à du 9-10%. Alors pourquoi s'inquiéter de leur point de vue à court terme quand on voit qu'en Europe on est à 1-2% de taux de croissance ou à moins de 1% de taux de croissance. Bon. Mais en réalité, il ferait bien de s'inquiéter parce que les 3 facteurs dont j'ai parlé, en ce qui concerne les pays du Sud, mis à part la Chine, et je vais parler de la Chine, ne dépendent absolument pas d'eux, dépendent justement entièrement de ce qui va se décider au nord et en Chine. Alors je m'explique. Les prix élevés des matières premières sont dus aujourd'hui à 2 facteurs, la spéculation, parce qu'il y a une liquidité extrêmement importante, et la demande chinoise. La Chine est le principal importateur de matières premières, y compris agricoles. Le principal importateur, j'ai bien dit importateur. Hein. Et la combinaison d'une liquidité très importante, qui permet une spéculation à la hausse, et la demande chinoise font que les prix se maintiennent à un niveau élevé. Le problème, c'est que la situation de la Chine n'est pas aussi stable qu'on essaye de nous le faire croire, ou que les autorités chinoises veulent le faire croire. Quoique si on regarde bien les discours des autorités chinoises, on se rend compte qu'elles sont plutôt très inquiètes. Elles se rendent compte qu'il y a 3 bulles qui se sont formées, 3 bulles spéculatives qui se sont formées en Chine. Il y a une bulle de l'immobilier, les prix de l'immobilier ont explosé et ne correspondent pas du tout à la valeur réelle de l'immobilier. Et donc à un moment donné, les prix ont explosé, mais la bulle n'a pas explosé. Et quand la bulle va exploser, les prix vont s'effondrer. Deuxièmement, il y a une bulle bursatile, une bulle boursière, pardon, bursatile c'est en espagnol, une bulle boursière. Il y a une explosion des valeurs boursières. Et ça peut se tasser, ça s'était tassé une première fois en 2008, puis ça a remonté très fort, mais ça peut à nouveau se tasser. Et troisièmement, il y a eu une augmentation très forte des dettes internes. Le secteur public et le secteur privé en Chine se sont très fortement endettés auprès de la banque publique chinoise. Le secteur bancaire en Chine est public. Et le plan de relance du gouvernement chinois depuis 2 ans, pour maintenir un taux de croissance élevé, a consisté à lancer des très grands travaux et à distribuer du crédit aux provinces et aux municipalités pour que ces provinces et municipalités réalisent ces grands travaux, passent les commandes. Or, on a énormément d'éléphants blancs, de projets qui n'ont pas de sens, sauf celui de maintenir la croissance, mais qui vont à un moment donné aboutir à une impasse, c'est-à-dire que ceux qui se sont endettés
pour financer ces projets, n'auront pas de quoi rembourser, parce qu'ils ne tireront aucun revenu de ces projets, de ces infrastructures. Et donc, on a 3 motifs d'explosion. Là, on a 3 facteurs qui peuvent provoquer une crise en Chine et une chute de la croissance. Quand est-ce que ça viendra? Je ne sais pas. Comment les autorités, quelle sera la capacité des autorités chinoises à réagir? Je ne sais pas non plus exactement. L'État contrôle le système bancaire, donc il peut faire face à une insolvabilité des débiteurs, mais la crise de l'immobilier, ça, il ne la contrôlera pas. La crise boursière, il ne la contrôlera pas. Donc ça... Et je pense que les autorités chinoises ont perdu assez largement le contrôle sur l'économie de leur pays. Et donc, si la Chine entre en crise, je reviens alors aux autres pays du Sud, ça aura un effet très important pour le reste des pays du Sud qui dépendent de la bonne santé chinoise. Et on sait très bien qu'il n'y a pas une autre locomotive qui va remplacer la Chine dans les 10 ans qui viennent. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Europe occidentale, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas le Japon qui sont en état de remplacer la Chine dans les 10 années qui viennent. Deuxième facteur que ne contrôlent absolument pas les pays du Sud, c'est la politique sur les taux d'intérêt. Je vous ai dit que depuis 3 ans, les taux d'intérêt des banques centrales des pays du Nord ont terriblement chuté, mais les banquiers centraux sont devant un dilemme. Ils savent qu'ils vont devoir tôt ou tard augmenter les taux d'intérêt. Ils sont devant un dilemme. Pourquoi? Parce que pour empêcher plus de faillites, ils ont baissé les taux d'intérêt pour permettre aux entreprises qui étaient en faillite virtuelle de se refinancer et échapper à la faillite. Mais qu'ont fait ces entreprises, et notamment les grandes banques qui ont été sauvées de la faillite et les sociétés d'assurance? Elles n'ont pas investi les liquidités qu'on a injectées chez elles, que les banques centrales ont injectées ou leur ont prêtées à des taux d'intérêt très bas. Elles ne l'ont pas utilisé pour prêter à des entreprises du secteur de la production. Elles ont utilisé cette masse de liquidités de nouveau pour de la spéculation. La spéculation sur les matières premières dont j'ai parlé et la spéculation récente sur les titres de la dette publique et notamment les titres de la dette grecque. Et ça, on passera d'une spéculation contre les titres espagnols, portugais, irlandais. Bon, on va assister à une succession d'attaques spéculatives. On a déjà commencé à assister à celle-ci depuis avril 2010. Bon. Donc les banquiers centraux se disent, on est quand même confronté à la nécessité, pour faire face à cette mauvaise utilisation des liquidités, on devrait augmenter les taux d'intérêt et obliger les investisseurs institutionnels, les banques, les assurances qui recourent à l'emprunt auprès de nous, à réduire leur opération spéculative. Mais en même temps, ces banquiers centraux savent très bien que s'ils augmentent les taux d'intérêt, vu que ceux qui leur ont emprunté ont fait des investissements de type spéculatif, en empruntant à court terme à bas taux d'intérêt pour des opérations à moyen terme ou à long terme, les banquiers centraux savent que s'ils augmentent les taux d'intérêt, ils vont provoquer les faillites qu'ils ont essayé d'éviter il y a 3 ans ou il y a 2 ans. Et donc, pour le moment, ils ne font rien. Ils maintiennent un taux d'intérêt assez bas. Mais si on se place du point de vue du Sud, le problème, c'est que dès que les banquiers centraux du Nord décideront, pour des raisons qu'ils auront estimées adéquates dans leur concertation au G8 et au Forum de Davos, etc., qu'il est nécessaire d'augmenter les taux d'intérêt, ils le feront et ça provoquera une augmentation du coût de refinancement de la dette pour les pays du Sud.
Et donc là, si se combine une chute du prix des matières premières et donc une chute des recettes d'exportation à partir desquelles on rembourse la dette et une augmentation du coût du refinancement de cette dette, les pays du Sud risquent de se retrouver dans la situation de 1900, à partir de 1982, c'est-à-dire ce qu'on appelait la décennie perdue, la décennie de la crise de la dette du tiers-monde. Alors, quand ça va se produire, je ne sais pas. Vers les institutions internationales, c'est généralement des taux fixes. Mais la part de la dette des pays du Sud à l'égard des institutions internationales, donc tu veux parler du FMI, de la Banque mondiale, la part de leur dette à l'égard de ces institutions est très faible. Non, parce que justement, là, vous expliquez qu'avec l'augmentation... Oui, donc la part est très faible. Ouais. C'est-à-dire que la plupart des emprunts de ces pays du Sud est à taux variable. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc, si les taux augmentent au nord, ça se répercutera immédiatement. En fait, si vous voulez, un pays comme le Brésil refinance sa dette, même, c'est aussi le cas des pays du Nord, hein, ça vous savez peut-être pas. En fait, le coût réel de la dette, si vous étudiez les documents fournis par la Banque centrale des pays du Nord ou par la Banque centrale du Brésil, vous n'allez pas le trouver. Parce que vous n'allez trouver que dans le budget, on va mettre dans le budget que le paiement des intérêts. Parce qu'on va financer hors budget l'emprunt du principal. On va procéder à un emprunt du principal hors budget et on va juste intégrer les intérêts dans le budget. Et donc une énorme proportion de la dette des pays du Sud est refinancée quasiment au jour le jour, au taux du marché. Okay ? Et la part due au FMI, à la Banque mondiale, sauf pour les pays les plus pauvres qui dépendent, mais ce n'est pas eux qui font le climat général dans le tiers-monde, mais effectivement un pays comme le Rwanda ou un pays comme la République démocratique du Congo, leurs créanciers principaux sont les institutions internationales. Mais les pays dits émergents ou les pays intermédiaires empruntent, eux, au taux du jour le jour et sur les marchés financiers. Oui ? Attends, oui, mais on peut... Non, mais... Non, peut... c'est plus... L'évolution du niveau absolu de la dette des pays du tiers-monde, est-ce qu'ils ont profité de l'augmentation du coût des matières premières pour rembourser? Certains pays, oui. L'Algérie a quasiment annulé sa dette. Donc, dans quel sens va ce niveau absolu de la dette? Le niveau absolu de la dette est en augmentation parce que justement, en contradiction pour moi avec ce qui devrait être une saine logique, puisque les taux d'intérêt sont bas, les gouvernements du Sud se disent autant emprunter. D'autant que nous avons des réserves importantes de matières premières et que les prix sont élevés et donc qu'il y a comme il y a une liquidité internationale, les banquiers du Nord cherchent à nous prêter de l'argent. Et ne nous demandent pas des primes de risque élevées et se contentent des garanties que nous leur offrons, notamment avec nos réserves futures. Et donc, mais l'Algérie est un cas à part. Là, par exemple, l'Algérie, elle, a utilisé une grande partie de ses réserves pour rembourser de manière anticipée sa dette. Mais si vous voulez, en chiffres absolus, la dette publique externe des pays en développement, en reprenant les critères de la Banque mondiale, pays en développement qui comprennent la Russie, la Chine, la Pologne, la Roumanie, y compris des États qui font partie de l'Union européenne. Mais selon la Banque mondiale, c'est encore des pays en développement. Eh bien, c'est la masse totale donc, de dette publique externe pour une partie de la planète où vivent 85% de la population mondiale, les dettes totales, c'est à peu près 1500 milliards de dollars. La dette extérieure publique totale. Alors pour te donner un ordre de grandeur, ce que les banques privées du Nord ont annulé dans leurs comptes parce que c'était des produits toxiques
depuis 3 ans, c'est de l'ordre de 1700 milliards de dollars. Donc les banquiers ont annulé dans leurs actifs une somme supérieure à la dette extérieure publique totale des pays en développement. Donc, c'est aussi pour dire que quand nous disons depuis 20 ans, comme CADTM, que annuler la dette publique externe des pays en développement est parfaitement gérable par le système financier international, est démontré aujourd'hui, mais malheureusement au profit des erreurs de ces mêmes banques dans leur construction de produits dérivés, etc. Et pas au profit des peuples du Sud. Mais ceci dit, c'est un argument qui devrait être utilisé par les gouvernements du Sud pour dire, si vous pouvez le faire quand vous faites le genre d'opération que vous avez fait, pourquoi ne pouvez-vous pas annuler tout ou partie de la dette, évidemment sur la base, et je vais en dire un mot, d'audit, etc. Je vais expliquer. Donc, je disais, vu du Sud, il y a une situation conjoncturellement favorable qui peut changer assez brutalement. Et la question, c'est est-ce que les gouvernements du Sud se préparent à ce changement de situation? Donc, je vais dire quelques mots là-dessus. Mais avant d'arriver à là, je vais relever aussi un dernier élément vu du Sud, c'est que les pays du Sud regardent ce qui se passe dans l'Union européenne et se rendent compte maintenant qu'un pays comme la Grèce est soumis au type de régime auquel ils ont été soumis depuis 30 ans. C'est-à-dire que le Fonds monétaire international est appelé par la Commission européenne pour prêter de l'argent à la Grèce de manière à ce que la Grèce puisse rembourser ses créanciers et à condition que la Grèce applique un véritable programme d'ajustement structurel consistant en privatisation, augmentation des impôts indirects, la TVA, réduction des salaires des fonctionnaires, licenciement de fonctionnaires, allongement de l'âge du nombre d'années qu'il faut travailler pour atteindre le droit à la retraite, exactement tout dispositif, toutes sortes de recettes que les pays du Sud connaissent très bien. Et donc ils se rendent compte que des pays du Nord peuvent être soumis au même type de régime, ce qui, pour certains pays du Sud, renforce certain sentiment de confort, de dire c'est plus chez nous que ça se passe, c'est chez eux. Bon. Alors la question c'est, est-ce que les gouvernements du Sud se préparent à un changement de situation? Là, bon, je suis surtout lié à ce qui se passe en Amérique latine, même si je voyage dans le cadre de l'activité du CADTM en Asie et en Afrique. Mais il se fait que non seulement je travaille très activement avec des mouvements sociaux d'Amérique latine, mais aussi que certains gouvernements latino-américains ont demandé mes conseils et que, en particulier, comme l'a dit Julie tout à l'heure, j'ai, à la demande du gouvernement équatorien, j'ai étudié, dans le cadre de la commission d'audit intégrale de la dette interne et externe publique de l'Équateur, j'ai étudié 30 ans de contrat de l'Équateur pour s'endetter, la période 76-2006, et j'ai fait ça entre juillet 2007 et fin septembre 2008. Et j'ai aussi conseillé le gouvernement équatorien sur la mise en place d'une banque du Sud. Là, c'était en avril-mai 2007. Et puis, j'ai un peu conseillé le ministre de la Planification et du Développement économique du Venezuela en... j'essaie de me rappeler maintenant, pour ne pas me tromper. Je pense que c'était en février, mars, avril 2008. Et donc là, je peux un peu vous parler de comment les choses se passent du point de vue de gouvernement comme... le gouvernement équatorien, vénézuélien, pour ajouter le bolivien, qui constituent un peu les 3 expériences les plus avancées sur le plan gouvernemental.
Alors je dirais il y a des choses très positives qui s'y passent, comme de profondes réformes constitutionnelles démocratiques. Il y a eu des réformes constitutionnelles suite à un processus de suffrage universel, élection, décision au suffrage universel de est-ce qu'il faut ou pas une nouvelle constitution. Une fois que la population s'est prononcée en faveur d'une nouvelle constitution, élection au suffrage universel de délégués à l'Assemblée constituante, élaboration d'un nouveau projet de constitution par ces délégués à l'Assemblée constituante où l'opposition était présente, puis approbation d'un projet de constituante par les délégués à l'Assemblée constituante, et puis présentation du projet au suffrage universel. Donc un processus tout à fait démocratique dont l'Union européenne aurait dû s'inspirer, puisque pour le traité de Lisbonne ou le traité antérieur, on n'a absolument pas procédé de la même manière. Donc il y a eu de ce point de vue-là un aspect extrêmement intéressant, exemplaire, avec l'introduction dans les constitutions, les nouvelles constitutions de ces pays, de mécanismes profondément démocratiques, comme dans ces 3 constitutions, la disposition qui dit que 20% des électeurs d'une circonscription donnée, s'ils signent une pétition, peuvent provoquer la convocation au milieu de la période d'un mandat, quand on arrive au milieu de la période d'un mandat, de n'importe quel mandataire public, la convocation de référendum révocatoire. Et là, si un pourcentage, un nombre de voix supérieur de 1 voix à ceux qui ont permis d'élire ce mandataire se prononce pour la révocation, cet élu est révoqué. Donc ça, c'est que ce soit au niveau municipal, provincial, régional ou au niveau présidentiel. Et il y a eu une réforme révocatoire c'était 2004, en août 2004, contre Chavez, qu'il a gagné, et en 2008, contre Evo Morales, qu'il a gagné aussi. Et cette disposition, le seul endroit de l'Europe où ça se soit appliqué, c'est, à ma connaissance, c'est pas dans les municipalités suisses, qui pourtant ont des traditions démocratiques, mais la Commune de Paris, pendant 3 mois, en 1871. Et donc, en 1871. Et donc, là, ça me semble une chose extrêmement importante. L'autre chose extrêmement positive pour ces pays, c'est la reprise du contrôle public sur les ressources naturelles, partielles ou totales. Dans les questions, je peux répondre là-dessus. Et puis, il y a notamment les accords de troc entre certains pays, comme les accords de troc entre le Venezuela et Cuba. Donc ça, c'est en place depuis 5 ans maintenant. Vous savez que le Venezuela fournit du pétrole à Cuba et à un prix inférieur au prix du marché, un prix d'amis. Et bon, on dit telle fourniture de pétrole vaut autant. Et puis on met dans la balance, du troc, la chose suivante, c'est 20 000 médecins cubains travaillent à Cuba, au Venezuela, pour fournir des services de santé gratuits dans les quartiers les plus pauvres et pour aussi organiser le fonctionnement de polycliniques et de centres de diagnostic intégral. Et on comptabilise la valeur du service rendu par les médecins cubains et l'intervention de l'État cubain dans la formation des médecins cubains. Et puis, on y ajoute... Pardon ? Les médecins cubains. Les médecins cubains, la valeur et l'intervention de l'État cubain dans la formation de jeunes qui sont devenus des médecins cubains. Parce qu'il y a le salaire qui est versé aux médecins cubains qui travaillent au Venezuela, mais on estime aussi quelle est la valeur de l'apport de l'État cubain, du budget public, à former des gens qui sont venus travailler au Venezuela. Okay ? Et puis on y ajoute
les opérations qui sont réalisées gratuitement à Cuba, notamment pour la cataracte. Il y a plus de... Je ne connais pas le chiffre exact, je pense que c'est de l'ordre de 60 à 70 000 citoyens vénézuéliens qui ont pu se faire opérer de la cataracte entièrement gratuitement à Cuba. Et donc on estime le coût. Et seulement quand on a fait les deux estimations, on dit voilà, combien vous nous devez, combien on se doit respectivement, et éventuellement, est-ce qu'il y a un solde à payer? Et donc c'est le solde qu'on règle. Donc pour ça que je parle de troc. Dans la mesure où, d'abord, on ne respecte pas les prix du marché mondial, on les définit, et deuxièmement, on règle le solde, et pas d'abord payer le pétrole ou payer la facture des médecins, et puis bon. Ce qui est un mécanisme intéressant parce que s'il est appliqué par toute une série de pays du Sud, ça réduit leur dépendance à l'égard des devises fortes, qu'ils peuvent considérer comme une unité de compte. Ce qui est encore mieux, ceci dit, c'est d'avoir une unité commune de compte. Et là, les pays de l'ALBA ont adopté une unité de compte qui s'appelle le Sucre, pas parce qu'ils consomment beaucoup de sucre, mais parce que Sucre, c'est un des maréchaux qui a dirigé la lutte de l'indépendance de l'Amérique du Sud, et notamment qui a vaincu les Espagnols, le maréchal Sucre, qui a battu les Espagnols à Quito, si ma mémoire est bonne, en 1824, mais là, je ne suis plus trop sûr de l'année exacte. Bon, donc ça, c'est une série de choses positives. Alors, une autre chose positive, mais là beaucoup plus problématique, c'est la Banque du Sud. Et je vais terminer par là, enfin avec une petite conclusion, c'est que là, j'ai été impliqué directement à ce niveau-là. C'est que à partir de 2005-2006, Chavez a lancé l'idée d'une Banque du Sud. Et finalement, il a réussi à convaincre l'Argentine, et puis 7 pays s'y sont mis, c'est Argentine, Venezuela. L'Argentine, c'est la deuxième économie de l'Amérique du Sud, le Venezuela, la troisième. Ils ont convaincu le Brésil, qui est la première économie de l'Amérique du Sud, et puis Équateur, Paraguay, Bolivie, et enfin Uruguay. Donc 7 pays de l'Amérique du Sud. Les présidents de ces pays ont signé le 9 décembre 2007 l'acte de fondation de la Banque du Sud. C'était à Buenos Aires. Et moi, j'ai participé en avril-mai 2007 à la rédaction de la proposition de l'Équateur pour la Banque du Sud à constituer. Et donc, j'ai pu avoir accès à tous les documents en débat produits par les autres pays. La proposition de l'Équateur était une proposition extrêmement avancée qui disait qu'il faut une Banque du Sud qui soit vraiment une alternative à la Banque mondiale et au FMI. La Banque mondiale et le FMI sont des institutions antidémocratiques, opaques. Donc la première règle à appliquer dans la Banque du Sud, c'est un pays une fois. Le Brésil a beau représenter 10 fois ou 15 fois le PIB de la Bolivie doit avoir le même poids dans les décisions que le Brésil. Ces institutions doivent être transparentes. Elles doivent être auditées de l'extérieur. Les comptes doivent être rendus publics. Les fonctionnaires de ces institutions doivent être redevables devant la justice. Il faut savoir que les fonctionnaires de la Banque mondiale, du FMI, de la BEI, de la Banque interaméricaine de développement bénéficient de l'immunité. Les fonctionnaires de la Banque du Sud doivent payer des impôts, soit dans le pays où ils travaillent, soit dans le pays dont ils sont originaires. Il faut savoir que les fonctionnaires des institutions internationales sont exonérés d'impôts. Donc ça, c'est première série de règles qu'on définissait au niveau du projet équatorien. Puis deuxièmement, c'est quel est l'intérêt de cette banque? Là, il y avait un accord avec les Vénézuéliens, les Argentins. Là, l'idée est la suivante, c'est mettre en commun les importantes réserves de change que les pays d'Amérique latine ou d'Amérique du Sud, ou ces 7 pays-là, ont. Ils ont, disons, ensemble 250 milliards de réserves de change, essentiellement en dollars et un peu
en euros et un petit peu en yens. Ils pourraient mettre une partie de ces réserves de change dans une banque du Sud qui financerait leurs propres nécessités de développement. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, mis à part ce que fait le Venezuela, les banques centrales des 6 autres pays est tout à fait contraire au sens commun et en tout cas à l'intérêt de leur peuple. Que fait le président de la Banque centrale du Brésil, qui a beaucoup de dollars à sa disposition? Il utilise une grande partie de ces dollars pour les prêter au Trésor des États-Unis, en achetant des titres du Trésor des États-Unis. Et avec une rémunération de ces titres du Trésor de l'ordre de 2 à 3%. Il remplace les dollars qu'il a dans le coffre de la Banque centrale par ces titres, ces papiers, ils y restent, et il perçoit les intérêts. Et ensuite, comme il y a un besoin de financement de la dette du Brésil, le Brésil émet des titres de la dette brésilienne qu'il vend à Wall Street. Et là, pour pouvoir emprunter à Wall Street, il doit promettre à ceux qui achètent les titres de sa dette 6%, 7%, 8% de taux d'intérêt. Donc on est dans une situation absurde. On prête les dollars issus des exportations aux États-Unis, on le remplace par du papier, des titres qui sont négociables facilement, il est vrai, mais qui ont une rentabilité très réduite. Et puis on émet des titres de la dette du Brésil. Et idem pour les autres pays de la région. Sauf le Venezuela et encore. Et donc, bon, l'idée, c'était arrêtons de faire cela, arrêtons de permettre aux États-Unis de vivre au-dessus de leurs moyens, d'entretenir leur déficit, et puis ensuite de leur donner le bâton avec lequel ils nous frappent, et finançons nous-mêmes nos besoins par une banque du Sud. Ça, il y avait un accord de base. Puis l'Équateur disait, par ailleurs, il faut financer pas des entreprises privées de la région, il faut financer les entités publiques de la région. Et des collectivités comme des collectivités indigènes, natives. Et pour des projets qui ne sont pas nécessairement rentables. Donc la Banque du Sud, disait le projet équatorien, peut faire des prêts à bas taux d'intérêt, ou des prêts à taux zéro, ou des dons. Une banque peut faire des dons. Elle peut décider qu'elle a, sur une série de ses activités, des pertes. On avait donc travaillé des propositions tout à fait intéressantes, et aussi c'était, mais pourquoi faire cet argent? Quel type de projet? Alors ce que l'Équateur proposait, ou propose toujours, c'est par exemple doter les 7 pays d'une industrie pharmaceutique pour produire des médicaments génériques de haute qualité à vendre à la population à des prix extrêmement bas, ou à remettre gratuitement à la population via les dépenses des gouvernements membres de la Banque du Sud. Ou un autre projet, reconnecter ou connecter pour la première fois entre eux les réseaux ferroviaires des différents pays du continent. Bon, et donc on est allé avec ce projet, et puis on s'est rendu compte que tout le monde ne pensait pas de la même manière. Le Brésil, qui fait à lui seul 50% du produit intérieur brut de l'Amérique du Sud, a sa banque de développement, qui s'appelle BNDES, Banque nationale du développement économique et social, qui prête aux grandes entreprises brésiliennes internationales, qui s'appellent Vale Rio Doce, comme j'ai dit, industrie extractive, les grandes entreprises de construction de travaux publics, ou Petrobras, qui est une société mixte dans l'exploitation pétrolière et qui est très présente en Équateur, en Bolivie et dans d'autres pays de la région, et au Venezuela aussi. Et le Brésil, en fait, n'est pas du tout enthousiaste pour la Banque du Sud. Au départ, il n'en voulait pas, mais comme Chavez et l'Argentine se sont mis d'accord, le Brésil s'est dit, s'ils font une Banque du Sud, il faut absolument que j'y sois, parce qu'il faut que je puisse l'influencer. Mais en fait, le Brésil est dans la Banque du Sud pour quasiment paralyser les négociations autour de son lancement. Et effectivement, la Banque du Sud
dont l'acte de fondation, je vous ai dit, a été signé il y a près de 3 ans, n'est toujours pas entré en activité parce qu'il n'y a toujours pas d'accord sur les mécanismes de fonctionnement. Et parce qu'il y a 2 orientations différentes qui sont en débat. Et donc voilà, je pense que de ce point de vue-là, il y a un temps précieux qui est en train d'être perdu par des gouvernements du Sud dont les populations attendent beaucoup et qui, au niveau des discours, annoncent leur volonté de mettre en place un tout autre modèle que le modèle actuel et réalisent des choses tout à fait intéressantes. Dans le débat, j'espère qu'on parlera de l'expérience de l'Équateur en matière de dette et de l'Argentine aussi, parce que c'est extrêmement intéressant. Mais donc, en forme de conclusion, je voudrais dire qu'on est en train de démontrer, à partir du Sud, qu'il y a une situation, une conjoncture internationale qui pourrait être utilisée pour mettre en place un modèle alternatif de rupture, que des choses sont faites dans ce sens-là et doivent être absolument soulignées, et on doit combattre tout le discrédit lancé par toute une série de médias ou de gouvernements du Nord à l'égard de ces expériences. Mais en même temps, il faut bien être conscient qu'on est loin du compte du discours et des bonnes intentions comparé à la pratique réelle. C'est important, dans le cadre d'une démarche de solidarité, d'avoir une solidarité critique et consciente des limites des alternatives réelles, mais insuffisantes, qui commencent à être mises en place, alors qu'on a besoin d'une alternative globale, pour reprendre mon point de départ, à cette crise du capitalisme global interconnecté. Merci beaucoup pour votre attention.